Bonjour, donc nous allons reprendre nos travaux. Nous sommes très heureux d'accueillir pour cette première session de l'après-midi un panel qui a été coordonné par Pierre-Antoine Chardel. Je précise également que cette session est retransmise à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Donc nous saluons évidemment nos amis Mario Côté et le groupe à l'UQAM. Donc, le titre de ce panel, et je vais m'empresser de présenter chacun des intervenants, s'intitule « Allier les arts et les technologies pour stimuler une autre compréhension de l'humain dans un dialogue renouvelé avec la nature, réflexion autour d'Eden Artec ». Donc, ce panel a été constitué et composé par Pierre-Antoine Chardel, que nous remercions vivement. Pierre-Antoine Chardel est docteur en philosophie et sciences sociales. Il est habilité à diriger des recherches de l'Université de Paris. Pierre-Antoine Chardel est donc professeur à l'IMT BS, et l'Institut Mines Télécom Business School, où il dirige le LASCO IDEA Lab. Il est membre également de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, qui est une unité CNRS de l'École des hautes études en sciences sociales, et chercheur invité au Media Lab de Sciences Po Paris. Il enseigne donc également, je le précisais, à l'École des hautes études en sciences sociales, où il co-anime depuis 2017 le séminaire Sociophilosophie du temps présent. Son travail de recherche se situe au carrefour de la philosophie des technologies, de l'herméneutique critique et de la sociologie de l'hypermodernité. Il a publié une dizaine d'ouvrages, et parmi lesquels Écologie sociale, le souci du commun, avec Bernard Rebé en 2014, ainsi que tout récemment, L'Empire du signal, de l'écrit aux écrans, aux éditions du CNRS. Et deux ouvrages qui entrent en résonance avec le thème du présent panel, dont il ne m'a pas donné les titres, mais je pense qu'il va les donner quand il prendra la parole. Donc, merci beaucoup Pierre-Antoine Chardel. Je vais présenter également Olga Kiseleva, qui est artiste, chercheure et fondatrice du laboratoire Arts-Sciences à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est lauréate du Grand Prix STARTS de l'Union européenne. Elle joue un rôle pionnier dans le domaine de la création contemporaine et de la recherche sur des formes de création émergentes. Ses œuvres Arts-Sciences font partie de nombreuses collections, notamment au MoMA à New York, au Centre Georges Pompidou à Paris, au ZKM à Karlsruhe, à la Fondation Louis Vuitton, au Mori Art Museum, au Musée d'art contemporain de Moscou. Bref, créée entre l'atelier de l'artiste et les laboratoires de pointe, elle interroge donc des enjeux environnementaux et préfigure de nouveaux champs perceptifs. Je vais également présenter Lilia Shack. Lilia Shack, and now I'm going to move to English. Lilia Shack is an Israeli artist. She was born in St. Petersburg in 1966. She graduated from the St. Petersburg State Academy of Art and Industry in 1988. For her activities from 1985 to 1986, she was awarded the first prize for the best research work on art by the Russian Ministry of Culture. Since 1990, Lilia Shack lives in Jerusalem. In 2009, Lilia Shack was nominated for the Prix Tartuffe for the Fair exhibition. In 2010, she was awarded the first prize at the art competition organized by Selcon Company in Israel. Since 2015, she works on a bio-art project entitled Bio-Art, When a Tree Becomes an Artwork, Contemporary Practices, in the frame of her PhD research in the University of Paris-Sorbonne under the direction of Professor Olga Kiseleva, which I just presented. Lilia Shack introduced into the international lexicon a new term, dendro art, I'm sure she'll speak of it today, as a new subdivision of bio-art. Également très heureux de présenter Émiline Goujon, qui est doctorante en sciences de l'art à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Émiline Goujon est donc diplômée d'une licence en psychologie de l'UFR de Besançon, de l'Université de Besançon, d'un master recherche sur les images de l'art et du vivant auprès de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et d'un master pro en ingénierie culturelle appliquée aux projets transversaux arts-sciences de l'Université Versailles-Saint-Quentin.
l'Université Versailles-Saint-Quentin. Sa recherche sur les pratiques contemporaines entre art, sciences et technologie s'intéresse en particulier aux interactions humain-environnement et au système corps-esprit-environnement. Elle a participé à différents colloques internationaux dont le symposium Sharing Society, the Impact of Collaborative Collective Actions in Transformation of Contemporary Societies, organisé en 2019 par la faculté de sciences sociales de Bilbao, au séminaire de recherche aussi en art mené par le CRAL, l'École des hautes études en sciences sociales, en 2017, sur les relations entre art, sciences et technologie. Son travail a été publié dans les actes des colloques, mais aussi dans l'ouvrage collectif publié aux éditions Nouvelles Éditions Place, du travail collectif à l'œuvre, dirigé par Olga Kiseleva et qui est paru en 2017. Finalement, Armen Kachatourov, dont j'ai reçu la bio tout juste à l'instant et que je vous donne. Armen Kachatourov est ingénieur de formation initiale et docteur en philosophie de la technique. Il est maître de conférence à Diken Île-de-France, UPEM. Il a été auparavant enseignant-chercheur à Institut Mines Télécom Business School et membre de la chaire Valeurs et politique des informations personnelles de l'Institut Mines Télécom entre 2013 et 2019. Il a également travaillé dans la recherche publique comme privée, notamment comme chef de projet à l'IHM dans le cadre du réseau d'excellence européen Enactive Interfaces, et il a également été chef de projet à l'IHM IA à Sony Computer Science Lab Paris, ainsi qu'à l'Institut de recherche et d'innovation Centre Georges Pompidou. Il est en charge de la direction adjointe de la revue Études digitales, qui est publiée aux éditions Classiques Garnier. Il a publié plusieurs travaux sur la transformation numérique et ses conséquences sur la société, les organisations et l'identité, dont un ouvrage intitulé « Les identités numériques en tension entre autonomie et contrôle » aux éditions ISTE. Il a enseigné à IMTBS, au Pont et à l'UTC, ainsi que dans les écoles de design, par exemple l'EESI. Donc je vais, après ces présentations, je vais donner la parole immédiatement à Pierre-Antoine Chardel, qui se chargera donc de distribuer la parole aux différents intervenants de son panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. On va commencer en fait par Olga Kiseleva pour une première intervention qui va ensuite durer une dizaine de minutes. Et ensuite, j'interviendrai. Armen, Lilia et Ami, on l'a conçu ce panel de façon assez interactive et dialogique. Donc, je passe tout de suite la parole à Olga. Merci, merci beaucoup aux organisateurs du colloque de nous avoir donné la parole et merci Pierre-Antoine de nous avoir tous réunis dans ce panel. Je vais commencer par présenter en quelques minutes le projet Eden, donc le projet de recherche artistique par lesquels notre travail commun et notre réflexion commune a commencé. Je vais l'introduire avec une petite vidéo. Donc, je vais partager mon écran. Eden represents an artistic utopia assuming that extinction, despite its supposedly definitive and irreversible characteristics, can be revoked thanks to the advancement of contemporary human civilization. Eden starts in 2013 after the restoration of the elm of Biscarrosse, a tree located in the center of the French town of Biscarrosse that died a victim of the Dutch elm disease, a pathology responsible for the disappearance of most elm trees in the French landscape. After this happened, we were invited to create a monument to commemorate the elm that held a very important place within the town's identity because of its long history of more than 600 years. When we started the preliminary works for the realization of this commission, we contacted the elm specialists of the INRA, the Institut National de la Recherche Agronomique.
And by exchanging a dialogue with them, we developed a project that articulated scientific research and artistic creation. Working closely with a team of researchers, we were able to mix the genes of the elm of Biscarrosse with genes of the Siberian elm to create a new variety of elm resistant to the Dutch elm disease. We then planted them in the same place the old tree was, articulating it with an aluminum sculpture, creating a monument using biotechnology as a means for artistic creation. Ever since the restoration of this particular elm, we have been working together with the INRA to restore the elm forests, which are now close to disappearing from Southern Europe. Our project became well known, and our interdisciplinary team received invitations from different parts of the world to work on different species of trees. Thanks to these numerous commissions, with the team of researchers, we developed a series of sensors and captors that allow us to perceive and to understand the communications the trees exchange with their environment in the form of molecular emissions, electric or sound signals. Then we worked with Orange Telecom and with the Institute of Applied Ecology to create an adapted network to vehicle what the trees communicate. Thanks to this technology, we were able to work on different species around the world, such as the apharsamon, an ancestral tree extinct for more than 2,000 years, which we were able to bring back to life in the Negev desert in Israel. The Bodhi Julian, a very important tree within the Buddhist symbolism, in the glory palace of the Forbidden City of Beijing. The indigenous species of Kari, Rimu, and Totara in New Zealand that hold a very important place in the early history and culture of the Maori. We also worked with different cedars, from the Chateaubriand cedar, a remarkable tree, a part of the garden in the Cartier Foundation in Paris, to the Wollemi pine, an ancestor of cedar trees which has been isolated in the Australian Blue Mountains for several thousands of years, that we connected through a network to the Chateaubriand cedar, along with Japanese cedars living in their natural environment. As such, the Wollemi pine can gather knowledge on the contemporary world and environment from its descendants. By working on this project, and thanks to the sensors developed by the scientific team of the INRA, we implemented different approaches to communicate and interact with the trees connected to our network. Thus, we can monitor what the trees are communicating, and we can then determine if there is any need for an intervention in order to preserve the tree and its environment. In the first place, we established the tree-to-network communication, a type of exchange with the tree that perceives the messages which the tree is sending into our central network to then translate them into messages comprehensible by humans. In the second place, we established the tree-to-tree communication that allows us, thanks to the network we developed with Orange Telecom, to connect trees across continents and across species, so that they can communicate with each other in case one of the species can learn something from a different tree. As a result of these scientific explorations, we were able to take the data gathered from the trees and translate it into different types of art forms. Dynamic linguistic transcriptions of the communications from the trees were created with local trees for the Guangdong Museum of Art in Guangzhou, for the Cartier Foundation in Paris, for the Perth Institute of Contemporary Arts in Australia, for the Negev Art Museum, and for the Pompidou Center in Paris. Sound installations based on the amplification of the sound generated from the circulation of sap were created in collaboration with the Institute of Applied Ecology and with BioArt Society for the Rogue Contemporary Art Biennale. In New Zealand, we collaborated with the Maori community, the Auckland University of Technology, and with the Auckland Philharmonic to build a musical performance created from the analysis of the communications coming from a kauri tree. The most complex and impressive art experience we have developed until this point is the in situ installation we presented in Japan for the Echigo Tsumari Art Triennale, transmitting the communications from the Chateaubriand cedar in Paris, as well as the Japanese cedar and Wollemi pine in real time, in the form of light signals that create a 3D light installation. Eden takes the experience and the information from the scientific research and transforms it into an artistic proposal, allowing humans to fully comprehend the experience of the tree.
The artistic exposition constitutes the ultimate expression of scientific exploration by the translation of data into an experience which humans can immerse themselves into and understand what the trees communicate with their environment. Alors, je voudrais juste reprendre quelques points importants concernant cette recherche artistique qui a été commencée presque par hasard dans le cadre d'une commande publique et comme une expérience unique il y a presque 10 ans et qui s'est transformée aujourd'hui en un important projet de recherche interdisciplinaire qui s'appuie sur un vaste réseau de laboratoires scientifiques et écologiques à travers le monde. Initié à l'intérieur de mon propre laboratoire qui faisait partie du CNRS et de l'Université de la Sorbonne, le projet s'est élargi et inclut aujourd'hui plusieurs laboratoires de pointe. Nous collaborons notamment avec l'équipe française spécialisée en physiologie et psychologie des plantes. Un de nos partenaires les plus importants est l'Institut de l'écologie appliquée de l'Université de Auckland en Nouvelle-Zélande, qui a créé des outils inédits qui permettent d'instaurer et de continuer le dialogue avec les plantes à distance sans toucher ces organismes vivants. La collaboration avec des équipes scientifiques au Proche-Orient a permis non seulement préserver la biodiversité par la préservation des espèces, mais même d'aller jusqu'à son enrichissement parce que les plantes restaurées qui n'existaient pas depuis presque 2000 ans sont en ce moment en train d'être plantées dans le désert de Negev. Mais Lille vous en parlera un peu plus de ce projet, qui d'ailleurs continue actuellement en tant que projet de restauration des paysages sur le territoire des pays arabes dans le cadre du projet Listening to Tree on the Abraham Bay. Dans ce cadre, nous avons créé de nombreux outils technologiques et cognitifs, des outils de mesure biologique, des outils de transmission des données, des outils d'interprétation des données et leur utilisation se fait dans le cadre scientifique comme dans le cadre artistique en parallèle et en interaction. Aujourd'hui, nous sommes sur le point où nous ressentons la nécessité d'étudier ces technologies et ces procédés et leur potentiel. Nous souhaitons connaître leur impact sur la société et mesurer d'éventuels changements de comportement dus à leur introduction dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine de la vie courante. Riche de notre expérience d'interaction non seulement avec les plantes, mais aussi avec les autorités politiques, culturelles et écologiques dans les nombreux pays concernés dans lesquels nous avons déjà travaillé, nous souhaiterons formuler peut-être quelques propositions qui permettraient d'améliorer l'inscription de l'humanité dans son environnement initial qui est celui de la nature. C'est dans ce cadre que nous avons créé une nouvelle équipe dans laquelle nous nous sommes réunis pas seulement entre les artistes, les ingénieurs et les biologistes, mais aussi avec les spécialistes de philosophie et de l'éthique afin de commencer ce projet qui s'appelle donc Eden Artec et qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui, nous avons obtenu un ENR pour 2 ans en 2020.
plusieurs membres de l'équipe sont présents aujourd'hui, pas tous, mais plusieurs, dans notre panel, dont Pierre-Antoine Chardel est à l'origine. Et je pense même que nous pouvons considérer notre présentation commune aujourd'hui, dans le cadre de ce magnifique colloque, comme la toute première action de Eden Artec. Et là-dessus, je passe la parole à Pierre-Antoine, que je remercie vivement pour son invitation dans le panel qui nous a permis pour la première fois de confronter collectivement nos recherches avec celles des éminents collègues du monde entier. Merci beaucoup. Merci Olga. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc je te remercie d'avoir explicité un petit peu les tenants, les aboutissants du projet tel qu'il devait. D'abord, bien sûr, je tiens à remercier très vivement les organisateurs pour ce très bel événement. Et alors, je vais partir de ce que vient d'exposer Olga et pour m'inscrire dans le champ de réflexion qui est le nôtre, dans le cadre du colloque qui nous rassemble, l'humain qui vient. Et je voudrais souligner la grande ambivalence, pour commencer, qui affecte l'humain aujourd'hui. Car à la fois, il devient plus à l'écoute de la nature et de l'environnement, et de manière très ambivalente. On se rend compte tous les jours, il devient toujours plus avide de rationalité, de contrôle, de données massives et de leur calcul. On a bien un régime de rationalité instrumentale qui intervient dans une grande partie des sphères de l'existence. Et c'est bien une telle multiplicité des plans d'existence ou de modes d'être ubiquitaires qui nous situe dans l'hypermodernité, un peu comme dans un hypertexte, puisque nous passons d'un territoire, un territoire existentiel à un autre, ou dit autrement, dans un cyberespace, et j'emprunte cette formule à François Hacher, par contre, voilà, notamment dans ses ouvrages, qui parle des hyperespaces pour signifier des espaces à une dimension. On passe d'un plan d'existence à un autre. Pour moi, un enjeu est d'orienter le propos de manière ouvertement constructive et positive, en affirmant le besoin d'assumer un stade de ce que j'appelle l'hyper-réflexivité, nécessaire à la marche de l'humain, ou plutôt des humains en tant qu'ils sont toujours l'enjeu d'une négociation, d'une composition avec les environnements naturels qui les accueillent. Et dans ce jeu de composition, l'alliance des sciences, des technologies et des arts est évidemment cruciale à beaucoup d'égards. Elle est à mes yeux ce qui pourrait nous servir à créer les conditions de ce que j'aime à nommer une techno-éthique, en insistant sur le fait que l'éthique doit toujours rester une expérience par laquelle les subjectivités sont invitées à interroger leur manière d'être au monde et d'y séjourner, pour parler comme Heidegger. Dans une telle exigence, dans un tel travail, serais-je tenté de dire, le détour par des expériences perceptives m'apparaît central, nous apparaît central dans la mesure où des risques qui échappent à la perception n'éveillent pas la conscience morale de manière durable. Partant d'un tel constat, il convient de concilier donc les apports des technologies pour l'éthique, en créant les conditions d'une techno-éthique, et j'entends par là le fait de souligner la complémentarité entre l'innovation technologique et l'inventivité morale, et de promouvoir la création de dispositifs qui permettent de rendre sensibles et visibles des données naturelles et écologiques qui échappent à notre perception. Alors, au sein de Eden Artec, donc, qui se nourrit, comme l'a expliqué Olga, du projet Eden, en continuant d'intégrer l'ambition de promouvoir la création de dispositifs qui permettront de rendre sensibles des données scientifiques. Il s'agit non seulement par là de créer les conditions de possibilité de traduction de données scientifiques en informations
sensible ou en expérience tangible, mais il s'agit aussi de favoriser par ces moyens, finalement, une conscience écologique plus globale et transnationale. Et un enjeu majeur ici est de reconnaître, il y a une dimension herméneutique et épistémologique, peut-être sur laquelle Armen va revenir tout à l'heure, qui est de reconnaître que la complexité et le volume des données scientifiques sont généralement difficiles à rendre perceptibles. Et c'est là un enjeu aussi pour le projet Eden Artec de s'appuyer en fait sur ce constat qu'il n'y a pas d'équivalence entre données et sens, hein, pour aller vite en reprenant ici le travail de Dominique Boulier. Et ces éléments constituent un vrai défi pour une pensée éthique et écologique plus globale. Un autre élément qui intervient dans la difficulté qu'il y a à s'engager pour des causes environnementales, c'est que la relation entre certaines réglementations au niveau politique et la reconnaissance individuelle de la responsabilité d'assumer un quelconque effort pour résoudre des problèmes d'ordre climatique est au fond très subtile. Cette relation, ou plutôt cette tension entre responsabilité politique et responsabilité individuelle est très difficile à assumer. Parce qu'en effet, comme on sait, il y a une tendance, et c'est assez connu d'un point de vue sociologique, il y a une tendance qui opère dans nos sociétés hyper-industrielles et qui consiste à alourdir le poids des responsabilités sur les épaules des individus en diluant ainsi la responsabilité des instances étatiques dans la gestion des crises environnementales. Sur un autre plan encore, et assez paradoxalement, dans le contexte d'une mondialisation censée mettre en cause les limites frontalières, ouvrir les esprits aux sans frontières, certains préjugés s'avèrent souvent bien tenaces dans le contexte des crises globales qui peuvent être provoquées par des catastrophes écologiques ou même industrielles. C'est ce qu'a justement souligné Günther Anders, une mise à distance opère toujours inévitablement. Il y a ainsi toujours eux et nous, les autres et nous, les populations qui ont subi des catastrophes et celles qui sont a priori à l'abri en se tenant face aux écrans. Et à l'ère de l'hyperconnexion, cette ère de l'hyperconnexion, finalement, ne change pas radicalement les choses pour ce qui concerne des catastrophes qui ont un impact, par exemple, sur l'air que nous respirons ou sur les produits que nous mangeons. Quelles que soient les formes de déstabilisation que peuvent sur le moment générer certaines couvertures médiatiques, avec l'indignation que ces dernières génèrent le plus souvent dans l'opinion publique, et qui ressort de nombre de catastrophes, est que notre attention s'avère encore très dépendante du temps médiatique, du temps court des médias. Elle peut être soudainement éveillée, comme elle peut être immédiatement après se dissiper, selon ce qui est censé l'emporter dans l'actualité, selon ce qui est censé faire événement à un instant T. Et dans le cas des crises climatiques et environnementales, nous nous heurtons le plus souvent à ce que Peter Kemp, le philosophe danois, nommait des barrières idéologiques. Donc je reprendrai ici la classification qu'il a établie dans la dernière partie de son œuvre. Ces barrières s'expriment de trois façons, par le fatalisme, le complexe d'insignifiance et la courte vue. Premièrement, je vais aller vite, hein, premièrement, le fatalisme paralyse l'action par le fait qu'il suppose que nos interventions en faveur de l'environnement sont dérisoires. Deuxièmement, nous sommes victimes d'un complexe d'insignifiance. Et troisièmement, arrive la courte vue, c'est-à-dire l'incapacité de nous projeter dans le temps long. Alors, si ces tensions sont bien analysées, relativement bien analysées, il est désormais temps de s'engager dans la voie d'une hypermodernité plus réflexive, en assumant ainsi une forme d'existentialisme à l'ère technologique. Il convient pour cela de considérer que notre engagement pour le monde global et complexe nécessite de libérer nos capacités d'agir qui doivent coïncider avec une augmentation de nos champs perceptifs. Car ce qui échappe, je l'ai un peu dit tout à l'heure, à notre perception immédiate, entraîne plus difficilement un engagement moral. Or, vis-à-vis d'un tel état de fait, il convient d'envisager un autre rapport au monde informationnel en privilégiant des modes d'accès qui élargissent
notre perception des risques liés à nos modes de vie dans nos sociétés hyper-industrielles. Et j'avais déjà souligné l'importance d'une telle ambition avec Bernard Reider, en montrant que l'éthique de l'environnement s'avère de plus en plus intrinsèquement liée au destin des technologies de l'information et de la communication, on pourrait dire des technologies numériques de manière plus globale. De nombreuses technologies d'information contribuent et participent en effet aujourd'hui, et c'est déjà le cas avec Eden, à démultiplier notre manière de regarder et de percevoir le monde qui nous entoure. Un enjeu devient donc ici à privilégier non seulement celles qui peuvent soutenir des interactions sociales, principalement dans leur dimension communicationnelle, mais plus encore celles qui nous permettent d'élargir notre perception. Et, on tient beaucoup dans Eden Artec à cette notion d'élargissement de la perception qui serait autre chose que l'augmentation de l'humain. Parce qu'il était ce matin question de transhumanisme. Ici, une écoéthique se profile, une écoéthique qui est ici engagée alors dans le sillage des travaux du philosophe japonais Tomonobu Imanishi, qui ont mis en évidence le fait que les grands défis environnementaux doivent sous-entendre une problématisation de la société technologique dans son ensemble. Ceci pour dire que la volonté de comprendre le monde, d'approcher ces événements et ces crises, suppose un incessant travail de déchiffrement du sens des informations qui nous arrivent quotidiennement, ceci non sans créer une impression de bruit incessant. On pourrait même dire de bavardage. Et à cet égard, plus les nouveaux médias investissent nos vies en stimulant de nouvelles modalités de subjectivation, plus nous devons rappeler qu'apprendre du monde et de sa complexité nécessite d'assumer une certaine durée, le temps long qui requiert tout travail d'interprétation en démultipliant les modes de perception. Et c'est cette question du temps long se pose de manière assez cruciale alors nous vivons des accélérations de nos modes d'existence et cela trouve un écho singulier dans certaines perturbations que les hommes font subir à l'environnement en cherchant à accélérer des processus naturels ou simplement parce que l'accélération a motivé des constructions dévastatrices. Or, dans la perspective de redéfinir les rapports que nous entretenons avec la nature, il convient d'intégrer l'idée que les subjectivités peuvent assumer des formes d'engagement en dépassant précisément un sentiment d'impuissance face à l'ampleur des défis à relever. Et les nouvelles technologies, c'est là un enjeu très fort pour Eden Artec, peuvent nous aider dans cette transition en nous donnant les moyens d'être au monde en étant plus informés sur lui. Et pas simplement d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue sensible. Donc c'est bien dans cet esprit que l'objectif du programme de recherche Eden Artec, qui nous réunit dans ce panel, est de fournir des outils de traduction en combinant des données scientifiques complexes, des technologies de visualisation et l'art, afin de permettre aux individus d'expérimenter l'environnement naturel, les effets des changements environnementaux, en particulier, comme Olga l'a dit, dans les paysages forestiers, ceci en vue de visualiser les changements auxquels les données scientifiques renvoient. Les effets du changement climatique sont ainsi saisis par la perception humaine en contribuant à éveiller la conscience critique. Il en va d'ailleurs de même, si on fait un parallèle, dans le cas des crises éthiques qui sont susceptibles d'être générées par les technologies numériques. Si on pense au domaine de la surveillance de masse, plus ces dernières échappent à notre perception, plus elles facilitent leur acceptation sociale. Plus on rend visibles les logiques de flux, et plus elles éveillent une conscience de leur traitement, dans le cas par exemple du capitalisme de surveillance. Dans le cas des enjeux environnementaux, pour revenir à Eden Artec, et en particulier dans le contexte de cette étude sur la santé des arbres et des espaces forestiers, nos expériences sensibles sont aussi importantes que la compréhension des données. Le flux de communication dans nos sociétés hypermédiatiques
et la croyance en la simplicité et la transparence des échanges générés ne doivent pas masquer le fait que nous évoluons dans des environnements de plus en plus complexes où la somme infinie d'informations ne suffit pas à nous rendre plus attentifs au sort de la planète. Et c'est là notre conviction, c'est qu'une expérience perceptive doit intervenir pour permettre aux individus de faire l'épreuve d'une proximité, même virtuelle. Et sur ce point, je rejoins le philosophe danois Peter Kemp qui expliquait les limites de l'éthique du futur telle qu'elle était proposée par Hans Jonas, peut-être qu'on pourra l'aborder aussi dans la discussion, qui séparait, pour aller vite, l'éthique de la distance et l'éthique de la proximité. Or, plutôt que d'opposer ces deux éthiques, il est au contraire nécessaire de les relier de manière dialectique en ne cessant de souligner les vertus de la perception et de l'expérience vécue et sensible. Et à cette fin, pour m'approcher de la fin de mon propos, de mon intervention, je formulerai l'hypothèse que le travail de l'éthique doit désormais s'appareiller ou s'outiller en ouvrant la voie du développement d'une techno-éthique. Il convient de développer en effet des outils qui puissent nous rendre meilleurs avec le monde dans lequel nous évoluons. La manipulation de ces outils, de data visualisation par exemple, alliée à des expériences créatives et esthétiques, est une manière de créer les conditions d'un rapport plus réflexif avec nos environnements naturels en permettant une meilleure compréhension de ceux-ci. En assumant ainsi notre condition d'homme hypermoderne, telle que j'ai pu la définir au début de cette intervention, cela en sachant que toute compréhension appelle un effort de traduction et de déchiffrement, mais également, de façon tout à fait complémentaire, un effort de perception. Et c'est à tout le moins dans ces conditions que nous pourrons peut-être quitter l'emprise des flux médiatiques qui ont davantage tendance à nous démobiliser souvent qu'à nous mobiliser. Car seule la perception immédiate peut déclencher un engagement authentique. Le fondement de l'éthique, comme le montrait bien Peter Kemp, ne pouvant être défini une fois pour toutes à partir d'un principe purement abstrait. Or, avec certains outils de visualisation, c'est la part sensible, je le répète, de notre coexistence avec les environnements naturels que nous pouvons sans doute reconquérir. Leur apprentissage et leur développement est donc crucial pour accentuer nos capacités d'agir de manière responsable dans notre monde complexe et globalisé. Alors pour terminer, et pour revenir sur Eden Artek, donc ce qui nous rassemble, je dirais que notre conviction est que l'attention à ce qui est commun se construit ou se régénère. Elle ne se décrète pas, mais s'organise de manière sensible. C'est là un apport essentiel pour ma part de notre projet. Cela implique d'identifier des leviers d'action, en fait, qui consistent à allier les arts et les technosciences en vue de générer des expériences perceptives des forêts et des dommages qu'elles subissent. Voilà, alors j'ai puisé dans le projet Eden Artek, et il y a déjà des prémices de cette réflexion dans cet ouvrage, Datalogie, dans lequel Olga était déjà intervenue, avec ce projet de rendre visible, de rendre sensible des données, et puis j'ai emprunté aussi des éléments à ce livre-là qui est paru récemment, L'Empire du Signal. Voilà, pour dire que tout ce que je vous ai présenté là est un vaste chantier, et désormais c'est Armen qui va prendre la parole, qui va revenir sur la question de la donnée, qu'est-ce que les données donnent à voir, et dans quelle mesure l'accès aux données nécessite un travail de traduction qui rend possible le fait que la donnée puisse créer du sens. Donc Armen, je te passe tout de suite la parole, et puis de façon à ce qu'on puisse interagir aussi avec les personnes qui sont avec nous en téléprésence. Merci beaucoup Pierre-Antoine, merci beaucoup pour les organisateurs aux organisateurs de ce colloque. Je suis très heureux d'être là.
dans ce panel. Alors, je vais essayer de partager, si j'ai déjà la main, éventuellement. Oui, je crois que j'ai déjà. J'ai pas encore le. Est-ce que je pourrais avoir le partage d'écran, s'il vous plaît, si possible? Oui, super, merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Pierre-Antoine a déjà un peu annoncé ce dont je vais parler, mais en réalité, je vais surtout parler des sous-entendus, hein, c'est-à-dire des sous-entendus ou plutôt des moteurs non dits dans ce qui se joue aujourd'hui dans le paysage des données. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de Big Data, hein, c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de données, évidemment, les enjeux se trouvent de ce côté-là, du côté des grandes masses de données. Et je vais essayer de vous présenter assez rapidement les grandes figures, hein, ce que j'appelle grandes figures de Big Data, c'est-à-dire que dans ce paysage, il faut déjà, me semble-t-il, pour commencer à comprendre ce qui se passe, comment l'utiliser, comment le rendre visible, etc., commencer à comprendre que le paysage n'est pas uniforme, tout simplement, et qu'il y a des figures, je vais en distinguer deux, il y en a sans doute d'autres, mais ces deux-là me semblent majeurs. Donc, pour ce petit mot de contextualisation, lorsqu'on parle des données, on parle souvent de la chaîne de traitement, hein, c'est-à-dire la récolte des données, éventuellement avec les senseurs, les capteurs en français, mais les senseurs en anglais, parce qu'on va beaucoup s'adresser à des textes anglais dans cette présentation anglophone, et échantillonnage des données, le traitement de données et la visualisation. Il y a deux choses qui se jouent dans cette chaîne de traitement qui ont déjà été annoncées par Pierre-Antoine Chardel tout à l'heure. C'est d'une part une problématique de littératie, hein, c'est-à-dire comment éventuellement rendre cette chaîne compréhensible pour celui qui est amené à interpréter les données. Plus fondamentalement, peut-être, ce qui se joue ici, c'est le passage de l'invisible au visible, hein, pour reprendre le vocabulaire un peu plus philosophique, et au sensible plus généralement. C'est pour ça qu'on parle aussi, parfois, il y a des approches de data vis, de data visualisation, mais il y a aussi des approches qui vont un peu plus loin, qui permettent de saisir les données presque physiquement, hein. Et cela étant, ce qui me semble important, en tout cas c'est la piste que je prends dans cette présentation, c'est de s'intéresser non pas à ce qui passe ainsi de l'invisible au visible, c'est-à-dire simplement rendre un phénomène visible selon éventuellement une approche attentive à la littératie de l'affaire, mais c'est de s'intéresser à ce qui n'est pas visible, hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire le fantasme. Parce que je considère que dans toute entreprise technique, ce qui est le moteur d'une entreprise technique, c'est souvent le fantasme, et c'est souvent ce qui n'est pas dit. Et c'est là-dessus que je vais m'intéresser, c'est-à-dire m'intéresser à travers les discours qui sont porteurs de l'entreprise Big Data, s'intéresser à ce qui n'est pas dit dans ces discours. Et ce qui n'est pas dit, encore une fois, c'est pour moi le moteur qui va driver, disons, cette entreprise. Dans Big Data, il y a deux grandes parties dans ma présentation. D'abord, quelques définitions. Ensuite, je vais rentrer plus dans le détail dans les deux grandes figures de Big Data. D'abord, il faut dire que donc, il y a un auteur qui s'appelle Diebold qui, déjà en 2012, disait qu'il y a au fond plusieurs acceptations du terme Big Data. Il y a le terme lui-même, il y a la discipline scientifique, il y a le phénomène sociétal, etc. Moi, je m'intéresse plutôt, donc lui, il en a distingué trois, comme ça, trois niveaux. Moi, je m'intéresse plutôt au discours, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que nous disent les discours qui portent le Big Data. Et les discours qui sont portés par ces entreprises à la fois scientifiques et industrielles, on va être un peu à la frontière entre la science et l'industrie, ils nous disent la chose suivante. Donc, il y a d'habitude, bon, quelques mots de définition malgré tout, d'habitude, on définit les Big Data par 4 V, hein, le volume, la variété, la vitesse et la véracité. Ah oui, pardon, effectivement, excusez-moi, parce que j'ai oublié de mettre les slides un plus grand. Voilà, ça doit être mieux maintenant, je pense. Donc, on parle comme ça de 4 V, et qui sont donc
des caractéristiques des données, c'est-à-dire le grand volume, la grande variété des formats, la vitesse, le fameux temps réel, et la véracité que je n'aborderai pas ici parce que c'est un problème épistémologique un peu compliqué. Et il y a aussi les méthodes. On nous dit que avec les big data, on passe de la déduction à l'induction, de la théorie à la donnée, des approches fréquentistes à des approches bayésiennes, et ainsi de suite. De la causalité à la corrélation et de l'échantillon fini à l'échantillon qui couvre l'ensemble de la population. Ça, je vais y revenir parce que ce sont des aspects importants. Attendez, j'ai une seconde. OK, donc je vais laisser comme ça à ce moment-là. Je vais juste augmenter un petit peu. Et dans cette entreprise, on voit que le traitement de données, à quoi il aboutit? Il aboutit au traitement des données au moyen d'apprentissage machine avec des modèles qui vont servir à prédire les phénomènes, à identifier les patterns et les corrélations entre les phénomènes, et souvent à nous confronter à des corrélations insoupçonnées, c'est-à-dire c'est un outil de découverte des choses qu'on n'a pas soupçonnées au préalable. Je vais extrêmement vite, mais au fond, c'est une problématique épistémologique qui est aujourd'hui très connue parce que le hype des big data, comment dirais-je, se situait autour de l'année 2014-2015. Et je pense que du point de vue épistémo, on connaît bien maintenant toutes ces questions. Donc, je vais être très, très rapide sur cette première partie pour aboutir à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire cette question de deux figures à l'intérieur, au sein de Big Data. Quelques mots cependant. Donc, il y a cette idée qu'on passe de la causalité à la corrélation, hein. Que cette corrélation, évidemment, du point de vue épistémologique, est souvent problématique. On connaît cette histoire de Google Flux qui a été beaucoup débattue dans la littérature. On sait que la causalité, la corrélation n'est pas forcément quelque chose, comment dirais-je, qu'on peut prendre sans plus de précautions épistémologiques que ça, parce que souvent la corrélation entre les jeux de données aboutit à des choses assez aberrantes. Comme vous voyez sur cette slide, hein, par exemple, une corrélation très forte entre le taux de mariage et le taux au Kentucky et le taux des gens qui sont noyés en tombant du bateau de pêche, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, hein. Donc tout ça, ce sont des problèmes épistémologiques connus. Et ce que ce paysage nous enseigne, pour ainsi dire, c'est qu'il y a comme ça une idée, l'idée qu'on passe à un nouveau paradigme, qui est le paradigme de la science exploratoire intensive en données, et qu'au fond, si on fait l'étape de la science dans l'histoire de l'humanité, on peut distinguer comme ça 4 grandes périodes, hein. Je vous laisse regarder un peu la slide, qui consiste à dire qu'au fond, on est vraiment à une période de rupture et qu'on passe de la science simplement théorique qui s'appuie sur des hypothèses à une science exploratoire qui se passe des hypothèses, pour ainsi dire, et qui se contente de regarder ce que les données nous disent, d'explorer les données, et au fond, on n'aurait pas, c'est l'article fondateur de Chris Anderson en 2009, qu'au fond, la science n'a plus besoin d'hypothèses, hein, c'est-à-dire puisqu'on a beaucoup de données, puisqu'on a les outils pour les traiter, et ben on va simplement regarder ce que les données nous disent et explorer statistiquement avec les méthodes de data mining les données et découvrir justement ces fameuses corrélations et se passer de ce fait de la causalité. Cependant, si on fait un petit retour historique très rapide, en 30 secondes, on sait que beaucoup de méthodes de sciences, de big data, pardon, sont en réalité très anciennes, hein. C'est ce que symbolise de manière peut-être un peu maladroite cette slide, c'est qu'en réalité, là où les cases sont cochées, c'est que ces méthodes existent bien avant, dans les années 90, bien avant l'essor des big data. Ils existent donc déjà dans les années 90. Et en revanche, il y a effectivement des spécificités, hein. Il y a aussi des spécificités de big data qui sont, pour moi, là, effectivement, de l'ordre de... qui vont peut-être au-delà de l'épistémologie à proprement parler, qui reflètent une nouvelle manière de voir ce que c'est le réel, hein. C'est une question qui devient quasiment ontologique. Parce qu'on assiste non seulement à ce nouveau empirisme, hein, c'est-à-dire je me passe des hypothèses, j'explore le réel comme ça, donc c'est un retour assisté par ordinateur à l'empirisme d'avant
d'avant la science classique, si j'ose dire, et si je peux risquer cette formule, et on se passera donc d'hypothèses, on regardera simplement ce que les données nous disent. Et on découvrira comme ça le réel tel qu'il est, tel qu'il est, sans intermédiaire d'hypothèses, sans intermédiaire de modèles, etc. Et on peut illustrer cela aussi bien dans le domaine scientifique, strictement parlé, que dans le domaine marketing, aide à la décision, et ainsi de suite. Donc, il y a effectivement un nouveau régime de visibilité qui se joue dans cette affaire. Évidemment, tout ça est un peu naïf dans le sens où les données ne parlent jamais d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait nuancer ces formules choc. Et on le sait très bien, la tour, déjà en 2000 ans, avant bien l'essor de Big Data, soutenait qu'il n'y a jamais de données, mais que des obtenus, c'est-à-dire qu'il y a toujours des présupposés de chercheurs qui se cachent derrière cette supposée neutralité des données. Et si on suit cette piste, qui est aujourd'hui extrêmement bien connue, il faudrait dire que les Big Data est une combinaison spécifique des méthodes scientifiques relativement connues, mais avec cette visée épistémologique nouvelle. Et ce qui est étonnant, donc là je vais extrêmement vite, mais parce que c'est une littérature critique sur la question de Big Data qui est connue maintenant depuis une petite dizaine d'années, mais il me semble qu'il est toujours aussi étonnant de voir qu'à l'endroit même où la construction sociale de la science devrait être extrêmement visible, puisque tout est justement consigné, tout est logué, si on parle le langage informatique, on peut consigner toutes les procédures d'élaboration de modèles, de récolte de données, etc., ce qu'on ne pouvait pas faire forcément avec le journal papier dans un labo quand Latour allait visiter les labos, en tout cas c'était beaucoup plus difficile, et c'est là que cette construction sociale de la science passe, pour ainsi dire, inaperçue. Donc je trouve ça un peu étonnant. Alors pour être un peu plus, si on avait plus de temps, pour nuancer un petit peu le propos, il faudrait dire qu'il y a en réalité évidemment cette version un peu caricaturale de Big Data qui est le nouveau empirisme, il y a une version un peu plus nuancée qui est ce qu'on appelle data-driven science, qui est un peu plus, qui est également dans les systèmes environnementaux, qui est en place dans les systèmes environnementaux, mais on pourrait en discuter si on a le temps. Là où je voudrais m'acheminer maintenant, c'est vers ma deuxième partie, c'est sur cette idée que, au fond, malgré, quel que soit le diagnostic qu'on porte sur cette affaire, c'est-à-dire une extrême naïveté de Big Data, ou alors une version un peu plus nuancée, un peu plus généreuse envers les data-driven science, de la part de l'épistémologue ou du philosophe, si j'ose dire, il y a malgré tout quelque chose qui s'y joue, qui va maintenant m'intéresser. Et cette chose, c'est les métaphores. C'est-à-dire, au fond, quelles sont les métaphores ou les fantasmes qui sont au fond de cette affaire. Alors, en 2014, il y a deux auteurs qui s'appellent Puschmann et Burgess qui disent... au fond, en partant de cette supposée neutralité des données, on peut distinguer deux grandes métaphores de Big Data. Évidemment, c'est une analyse critique. Big Data is a force of nature to be controlled, a uniform mass. Et deuxième métaphore, Big Data is nourishment fuel to be consumed, new oil. Donc, ces auteurs distinguent comme ça deux grandes métaphores qui ont ceci en commun, qu'ils ont tous un rapport à la nature. Et c'est ça qui va m'intéresser ici. Et donc, on voit bien que c'est soit une force de la nature, il faut contrôler les données, une masse uniforme, vous voyez, une image comme ça d'avalanche, ou je ne sais pas, et puis ou de tempête. Et puis, une autre métaphore qui est plutôt de l'ordre du pétrole, n'est-ce pas, qui est au fond de la métaphore économique par la suite. Mais qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ça nous dit qu'il y a une inscription de ces métaphores ou de ces fantasmes dans une histoire des figures du rapport de l'homme à la nature. Et cette histoire, bon, je la retrace de manière extrêmement caricaturale, mais on peut penser à la maîtrise des forces ou la maîtrise, même si on connaît le comme cartésien, et on peut penser à la maîtrise, en tout cas ce qu'on dit de Descartes, même si ce n'était pas tout à fait comment dirais-je, la lettre de ce qu'il disait. On peut penser à cette maîtrise des forces de la nature, on peut penser évidemment au stock ou à la réserve, au Gestell à Heideggerian et ainsi de suite, à la commande dont Heidegger parle également lorsqu'il parle de la cybernétique. Et moi, je pense qu'au fond, le Big Data nous confronte à une énième figure, à une nouvelle figure de notre rapport à la nature que je vais maintenant élaborer très rapidement. Donc, vous voyez une inscription comme ça, un peu historique, dans les formes
de notre rapport à la nature. Alors, donc, maintenant, je vais énoncer mes deux figures de Big Data qui sont en fait à l'opposé, hein, c'est-à-dire qu'on va découvrir qu'il y a une tension entre deux grandes figures de Big Data. Une première que je vais appeler entrepôt de données, hein, Big Data Warehouse, et deuxième que je vais appeler flux, hein, qui s'appelle Big Data Stream. Ça, c'est le terme informatique tout à fait dédié, etc., consacré. Donc, la première, et on va découvrir qu'il y a une tension entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on est quelque part dans un continuum. À chaque fois qu'on va prendre un système réel, on va être quelque part dans un continuum entre les deux extrêmes qui m'intéressent ici. Donc, le Big Data Warehouse, l'entrepôt de données, c'est celui qui est obéit au paradigme de capturer les données et ensuite les analyser. Là, c'est relativement simple, c'est-à-dire que je capture les données, je les mets dans ma base de données et ensuite, je peux faire tourner les analyses là-dessus. Hein. Ça, c'est la plus classique, ça tombe maintenant sur le sens. Et en réalité, j'ai un peu triché parce que je l'ai déjà un petit peu énoncé, hein, c'est-à-dire ma grande introduction était déjà une énonciation de cette figure-là. Parce que là, quelles vont être les nouveautés? C'est justement le volume des données, c'est-à-dire que je vais capturer beaucoup de données, hein, potentiellement la couverture totale de la population, c'est-à-dire c'est la fameuse formule qui s'appelle N = all. Hein, pour les statisticiens, vous savez qu'on travaille normalement sur un échantillon, hein, dans la science avant Big Data. Maintenant, on va pas s'embarrasser de cette contrainte d'échantillonner la population, on va travailler population dans le sens statistique du terme. On va considérer qu'on est capable de couvrir la totalité de la population. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de modèles et d'hypothèses, par ailleurs. Hein. C'est cohérent du point de vue épistémologique. Et puisqu'on est capable de travailler sur la totalité de la population, on passe justement de la causalité à cette corrélation qui est le plus souvent insoupçonnée, parce qu'on va découvrir justement, sans hypothèse préalable, ce que les données vont nous dire. Et là, ce à quoi on assiste, c'est au changement dans le régime des finalités, c'est-à-dire qu'on passe de la finalité de la récolte des données qui est préalable à la récolte, hein, à une certaine absence de finalité. Il faut expliquer cela, c'est-à-dire qu'effectivement, on va dire, au fond, je ne sais pas pourquoi je vais récolter les données parce que peut-être que demain, ces données vont me dire quelque chose que je n'ai pas soupçonné au préalable, puisque je n'avais pas d'hypothèse. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que du point de vue épistémologique, ça peut être, comment dirais-je, critiqué, il n'en reste pas moins que l'ensemble est cohérent. Hein, c'est-à-dire que c'est parce que je suis capable de récolter des grandes masses de données que je peux me passer d'hypothèses et de modèles et qu'au fond, je n'ai pas besoin de la finalité préalable pour la récolte de données. Alors, cette question de finalité, je n'ai pas eu le temps de rentrer là-dessus. Il s'illustre le mieux sur le domaine que je connais bien, qui est celui des données personnelles, mais on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, il suffit de dire à cette étape que, évidemment, dans le contexte des données personnelles, cette question de la finalité de la récolte est une question extrêmement aiguë. Hein. Donc, je vais passer les quelques slides qui concernent cela et quitte à y revenir si on a le temps. Donc, on arrive à cette idée du fantasme d'exhaustivité. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, la première figure de Big Data, c'est un fantasme d'exhaustivité qui se joue sur deux plans. Hein. Le plan de la profondeur temporelle. Ici, le rapport au temps, c'est des questions proprement philosophiques au fond, s'assimile à une mémoire infinie, hein, qui peut, en droit en tout cas, si ce n'est en fait, en droit aller indéfiniment dans le passé. C'est-à-dire que je peux récolter les données sur une durée qui n'est pas limitée conceptuellement, hein, même si elle peut être limitée par la taille de mes disques durs, mais dans l'approche, elle n'est pas limitée. Et donc la profondeur, l'exhaustivité est sur le plan de l'extension, hein, cette fois-ci, puisque le rapport à la population change radicalement de l'échantillon à la couverture totale de la population. Et donc, ce fantasme double de l'exhaustivité se conjugue en même temps à cette idée de la finalité ou des finalités qui sont inconnues au préalable, hein, ou en tout cas mal définies ou non définies au préalable. Voilà, donc c'est la première grande figure de Big Data. Et puis, il y a la deuxième... Oui. Excuse-moi de te couper, mais on va être un peu juste en temps. Oui, mais j'ai besoin de 3 à 5 minutes, disons. OK. D'accord.
Et donc, deuxième question, c'est deuxième figure, c'est la figure de flux. Hein. On passe ici de cette idée de capturer les données et ensuite les analyser à l'analyse à même les flux de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut imaginer qu'on est capable d'analyser les données pendant qu'ils s'écoulent. Et là, on est dans une analogie qui est, au fond, là, c'est intéressant de travailler sur les citations, je pense qu'on analyse un petit peu les discours qui sont les discours de Big Data. Et là, on est dans une métaphore de l'analyse, au fond, de leur paillage, hein, c'est-à-dire qu'on récolte de l'or en même temps que le flux de la rivière passe, le flux des données passe, et ainsi de suite. Donc, il faut capter à la volée. Et pour capter à la volée, qu'est-ce qu'on va faire? Une des approches opérationnelles dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle les virtual sensors, donc les senseurs virtuels. C'est-à-dire que plutôt que de faire des senseurs réels ou à côté des senseurs réels, on est capable aujourd'hui de faire des senseurs virtuels, des virtual sensors, qui sont ici, au fond, qui ont un rôle ici d'enrichir les flux de données. C'est-à-dire qu'on va être en présence de ce que techniquement on appelle les flux des données dérivés, qui n'ont rien à voir avec la réalité physique telle qu'elle a été captée. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est-à-dire que mes senseurs, on peut avoir des senseurs, par exemple, des capteurs de température, ou que sais-je, de CO2, et on peut avoir qui vont capter le réel physique du monde. Et puis, il y a d'autres capteurs qui vont capter simplement les flux des données, qui n'ont rien à voir, in fine, avec la réalité physique du monde. Alors, ces flux de données, ça peut être les flux de Twitter, ça peut être les flux de température, mais modélisés, ça peut être les flux des données financières, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'output de Big Data Stream est basé sur les événements réels, d'une part, mais d'autre part sur les combinaisons des capteurs virtuelles, dont certaines sont elles-mêmes des événements purement logiciels, au fond. Donc, on va être en présence dans des événements composés qui reposent sur les traitements algorithmiques à même les flux. Et ceci de telle manière que, comme le disent les concepteurs dans des systèmes, les ingénieurs, concepteurs dans des systèmes les plus répandus sur lesquels reposent par exemple LinkedIn et Uber, le système qui s'appelle Kafka, ces gens ont un sens de l'humour, et ce système, c'est-à-dire ces flux, ces événements composés, ces événements dérivés, ils sont construits de telle manière à ce que l'utilisateur ou le consommateur des données n'est pas concerné par le mécanisme qui a été utilisé pour les produire. Donc, au fond, à quoi on aboutit? On a abouti à cette vision de Big Data Stream qui repose sur des décisions algorithmiques immédiates, à même le flux, et automatisées, basées sur la circulation rhizomatique des données, pouvant servir à leur tour d'input consécutif dans d'autres traitements. Et on est dans une espèce de jeu d'ajustement des variables entre elles, souvent sans aucun rapport avec la réalité physique telle qu'elle a été captée. Alors, je vais passer une ou deux slides pour accélérer, mais évidemment, il y a une relation ici très prégnante avec ce que Wiener a pu dire sur la conception cybernétique du monde, fondamentalement. Pour arriver à cette deuxième figure donc, de Big Data, deuxième fantasme de Big Data, qui est un fantasme non pas de rapport infini au passé, mais plutôt un fantasme d'immédiateté, de réponse à même le flux en temps réel, à même le flux et sa circulation autoréférentielle. On perd ici la prétention à la capture, à la mémoire exhaustive, au profit du paradigme que Deleuze appellerait modulation, et qui n'a pas d'autre finalité qu'une optimisation suboptimale dans un espace de variables, pour reprendre les termes de machine learning. On est dans une forme d'ajustement perpétuel des variables entre elles. Alors, pour terminer, au fond, quel rapport avec la nature de tout cela? Eh bien, le rapport est extrêmement direct et pratique. C'est que depuis des années déjà, par exemple, les tracteurs John Deere sont équipés des capteurs qui sont évidemment
des capteurs à la fois de mouvement du tracteur lui-même, mais aussi du sol, de ce que l'agriculteur fait ensuite, et ainsi de suite. Et donc, tout ça est agrégé dans selon les procédures que seul John Deere maîtrise, sur lesquelles nous, ni l'agriculteur, ni la communauté des agriculteurs n'ont pas de prise, et qui sont au fond des procédures propriétaires de collecte et de traitement de données. Et ceci nous amène à la dernière slide qui consiste à dire au fond qu'est-ce que la nature dans ce paysage à travers cette... il y a John Deere avec ses tracteurs, mais il y a évidemment d'autres acteurs dans le domaine. Et ces autres acteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent depuis déjà plusieurs dizaines d'années, au fond, au moins 2 dizaines d'années, c'est que on suppose qu'on peut sensoriser, c'est le mot anglais, donc sensoriser le réel, c'est-à-dire le rendre capté, le capter par les capteurs, de manière à en faire le greenfield. Alors, le greenfield, il faut savoir ce que c'est. Le greenfield, dans la langue des affaires, ça veut dire un terrain vierge sur lequel qui est porteur d'opportunités commerciales. Et donc, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est le réel aujourd'hui pour le big data? Et c'est le champ vierge dans lequel qu'on peut sensoriser et qu'on peut ensuite rendre au fond porteur de la plus-value ou de la valeur, comme on dit aujourd'hui, etc. Donc, tout ça nous amène au fond à reposer la question de la nature, à réfléchir à ce que c'est ce dévoilement du monde dans le contexte du big data. Évidemment, quand je dis dévoilement, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un réel et puis un voile des données qui est posé sur le réel. Ce n'est pas du tout ça que j'entends. C'est un mode de dévoilement, pour reprendre le langage approprié, du monde qui n'est plus simplement celui de comme je disais au début, qui n'est plus simplement celui de la maîtrise des forces, qui n'est pas celui de la mise à disposition ou du Gestell, ni de commande d'ailleurs, et qui est une autre forme qui reste encore sans doute à découvrir. Voilà, je vous remercie. Pierre-Antoine, ton micro est coupé. Oui, là je l'ai rétabli. Merci pour cette mise au point, ces mises au point épistémologiques qui sont nécessaires peut-être lorsqu'on aborde de façon critique les questions environnementales. Et c'est bien sûr l'objet d'Eden Artec. Nous, on serait plutôt, et c'était important de faire ces mises au point, on serait plutôt dans des micro-données et en assumant une dimension sensorielle. Donc, d'une certaine façon, par rapport à la critique que tu as pu faire très, très pertinente du big data et des discours big data, on a un ancrage épistémologique fort pour Eden Artec qui consiste à bien porter notre attention au sens, au sensible. Et c'est sur cette question que j'ai immédiatement passé la parole à Lilia, de façon à ce qu'on puisse avoir une discussion après tous ensemble. So I will now give the floor to Lilia. Do you see my presentation? Not yet. I did share screen. Share screen. C'est encore moi qui ai à la main, donc il faut passer peut-être... Ah voilà, c'est bon. And now it's okay, yes? My presentation discuss about listening to trees across the Jordan River, the first Dendra art exhibition in Israel. Our art and science project was exhibited in 2019, 2020
at the Negev Museum of Art in Beersheba in Israel. Listening to Trees Across the Jordan River researches different aspects of the contemporary problem of the relationship between humanity and plants. The project served as the capstone of the system of studying dendro artworks, and finally affirmed the independent existence of the school or movement of contemporary art. This exhibition summarized the experience of all the previous projects dedicated to the subject of the tree. The Listening to Trees Across the Jordan River project has enabled us to make our utopian ideas reality, transcending the dogmas of anthropocentrism vis-a-vis non-human entities and establishing communication with the surrounding plant world. Judging by the extensive coverage in the Israeli press, our work has had a considerable impact on the local public consciousness and social life. Let us look at the key ideas of the project, the major aspects of exhibition. First, the humanity's changing attitude toward the plant kingdom, the human and the plant as equal partners. The preservation and recreation of endangered and extinct plant species. The aestheticization of the process of recreating plants. Next, the coexistence of recreated and migratory plants in the modern ecosystem, and the reconstruction of an ancient landscape. Here, the structure and the scholarly context of the exhibition. Part 1, the biological network. Part 2, the ghost forest. Part 3, datascape. And Part 4, the ancient future forest. And when you shall come into the land and shall have planted all manner of trees for food. This is a phrase from Book of Leviticus, chapter 19:23. And nowadays, Israel is the only country in the world whose forested area has grown in the 21st century. 95% of this forest were planted by hand. Here you can see the Negev desert in 1956 and the Negev desert today. Nowadays, the Jewish Fund uses Tu B'Shvat, the Jewish holiday, like New Year of Trees, for large-scale annual tree planting operation in major forest. Here you can see the Netafim system. The system of drip irrigation saves waters and delivers the moisture directly to the root. We can conclude that in connection with today's problem of desertification of entire regions, Israel's technological developments in agriculture are important for the whole world. Exhibition Listening to Trees Across the Jordan River showcases the collaborative work of Israeli, Arab and French artists, scientists and engineers, and opens up new opportunities for the prosperity in the entire Middle East region. Here you can see the Negev Museum of Art, located at the center of Beersheba's old city. Biological network. The series of technological installation entitled Biological Network is a major component of both the exhibition and the study.
This series is unique center for representing the communication between the aphorsemon and the myrrh tree, two native tree species growing on the banks of the Jordan River and function as ancient religious and cultural symbols. Through the installation, Olga is trying to insinuate herself into the contemporary challenges facing the Middle East by enabling communication between two species of old new trees growing in neighboring countries that have a complex political relationship. She is letting the trees speak their mind, hoping that they may yet give us the recipe for universal happiness. The first installation, T2T, is an interactive electronic panel that generates a conversation between the trees in a linguistic transcription. The T2N technology, which has been developed by Olga in collaboration with the INRA and the Sorbonne University, enables the user to receive, register, and decode the constant stream of information being emitted by the trees. For many centuries, humanity has maintained an anthropocentric point of view. Deeming themselves the apex of evolution, humans have constructed a hierarchy of living things based on degree of anthropomorphism. Curiously, plants go completely unmentioned in the biblical story of Noah, who was ordered to take pairs of all animals aboard his ark. The contact between the viewer and the work of in biological network, which is established via interaction, leads to the creation of a new immersive experience. The depiction of concentric circles on the screens creates the feeling of being inside a tree. As I said before, the experiment includes the aphorsemon tree, which grows in the En-Gedi Botanical Garden by the Dead Sea. These are the very places where it used to grow 2,000 years ago. The tree has now been revived by Israeli scientists in its original geographic range. Aphorsemon resin was part of the list of 11 ingredients that made up the Jewish incense offering, in Hebrew, Ktoret. The burning of the incense offering was a key religious ritual in ancient Judaism. The Bible instructed the Israelites to burn the offering at the temple twice a day. And this commandment applied to both the first and the second temples in Jerusalem. One of the first references to the aphorsemon appears in the work of Josephus Flavius. On the left, you can see the Madaba mosaic map, which was created in the 7th century, lists the names of cities and depicts the most notable attributes of each city near its name. The name of Jericho is accompanied by images of date palms and a branch of aphorsemon. On the right side, in the Notsukim Nature Reserve, located not far from En-Gedi, the Dead Sea, one can see the ruins of a second temple era settlement. A trace of aphorsemon used for perfume manufacture have been discovered at the site. Several prominent ancient scientists and physicians like Diodorus, Tacitus, Galen, and Pliny claimed the aphorsemon extract was the best universal remedy in the world, and moreover that all parts of the plant had a healing effect.
The latest research carried out by Israeli scientists indicates that the Forsemon resin extract is effective against cancer. Here you can see the myrrh tree. Is native for Saudi Arabia, Yemen, South Oman, and Jordan. Fragrances derived from myrrh resin and frankincense, together with gold, are described in the New Testament as the gifts of the three Magi to the infant Jesus. An ancient Arabian legend tells us that the Prophet Muhammad stopped to rest under a myrrh tree on his way to Mecca. Here the Jost Forest is a large-scale installation that combines virtual and real elements of extinct trees. The project intermixes the ancient and the modern world, utilizing plant species recreated by archaeobotanics for this purpose. This enables the transmission of information from the ancient world to the modern one, and vice versa. It also creates the possibility of future communication between two types of plants, recreated extinct species and those yet to be recreated. The Ghost Forest installation draws the viewer into an exciting journey by means of its vegetative time machine, the Jostly Forest made up of future resurrected trees. These artists wish to instill the hope that within our lifetimes we will be able to recreate the ancient landscape and repair the damage inflicted upon by humanity. In the Metushelach video, I captured the movement of the leaves of the canopy of the eponymous palm tree. This movement is then projected onto the walls of the exhibition space. In this way, I created an illusory likeness of the lost ancient forest that grew in the territory of present-day Israel millennia ago. The unique specimen of palm tree, nicknamed Metushelach by Israeli scientists, grew 1,500 years after the total extinction of its brothers, thanks to the effort of the biologist Elaine Solovey. It has sprouted from an ancient palm seed found by the renowned archaeologist Gal Yedin in the ruins of the Masada fortress. Metushelach, the first tree of the future forest of resurrected extinct species, has already been revived. In the future, a mere 20 years from now, we will be able to take a walk in such a forest, enjoying the singing of the nesting birds, listening to the rustling of the leaves and breathing in the old new fragrance of the legendary fruit of the date palm. This is Dr. Elaine Solovey, a member of Kibbutz Torah and director of the Arava Institute. Nowadays, when driving to Eilat, a city on the coast of the Red Sea, all along the road we see lush palm groves and picturesque square gardens that did not exist a mere 10 years ago. And this is the result of the work of scientists, Elaine Solovey. This is an illustration of worldwide scientific sensation. The first harvest 48 fruits of the ancient new date palm. The contemporary ghost forest composition resurrects fragments of plants that have lain in the ground for millennia.
Olga Kiselyova's work gives us hope that these plants may eventually be restored to the natural world, recreating the lost biodiversity and reviving the ruined ecological systems. The Archaeobotany Department of Bar-Ilan University created 3D scans of more than 1,500 pips of various modern grapes in order to compare them with the pips found in archaeological digs and determine which of these modern varieties are closest to their ancient counterparts. Eventually, the scientists intend to present the result of their studies to winemakers. Some of Olga's mini sculptures recreate the form of the ancient grape pips found by archaeologists. Viticulture has been practiced in the land of Israel since ancient times. According to the book of Genesis, Noah planted a vineyard upon leaving the ark at the end of great flood. Here you can see those very ancient grape seeds. Thanks to Professor Kislev's studies, it is now possible to reconstruct ancient plant species such as the persimmon and the ancient date palm, which have been incorporated into the Listening to Trees Across the Jordan River project. This is grocery warehouse of the ancient fortress of Masada. The excavation were led by the famous Israeli archaeologist Professor Igal Yedin. This third part of our exhibition, Datascape, the application has been developed with the assistance of Orange, a French telecommunication corporation, to help restore the ancient landscape. The Eden Datascape application wrestles with various artistic challenges. It uses trees to draw people from different nations and cultures close together, facilitate the dialogue between them. Eden Datascape shines a spotlight on our current attitude toward nature. Olga emphasizes the fact that for centuries, feelings of universal admiration have been directed either at the products of human activity or at various exotic things. The native surrounding us has tended to be regarded as self-evident, something that has always existed and will always exist. In recent years, we are beginning to feel that nature is something that eludes our grasp, a thing that is slipping away, and that we should pay more attention to. The action of Datascape unfolds in two spaces in parallel, being split between the Negev desert and the city of Amman. This is an example of a restored landscape in the Nod Gdumim Nature Reserve, the land of hills and valleys that is mentioned of the ancient Jewish book of Deuteronomy. A team of programmers working under the artist's direction has developed a program that can track the condition of trees in various regions online, receiving data in real time. Olga Kiselyova's Eden Datascape is an interactive installation that depicts the process of landscape reconstruction in the Middle East in real time. Here you can see a close-up of our application. And this is the last part of our exhibition. The Ancient Future Forest installation is a joint project of Olga and me. It consists of persimmon trees, incense trees, citrus trees, and date palms.
The structure of the installation sustains the illusion of a forest in the urban space. It embodies the currently popular architectural trend of the exterior seeping into the interior. The trees being placed in the museum space fill it with a special atmosphere of an ecological holiday, which is intended for both adults and children. Ancient future forest reflects the new ecological idea of getting closer to nature without leaving the urban space, urban environment. The installation enables the viewers to feel themselves at one with nature, perceive the harmony of the surrounding world, and take a break from the hubbub of city life. The space created by the artist is a successful example of building an ecological dendron future. We have created the image of an exotic forest with minimal artistry. The plants making up the installation are an image of the Garden of Eden. Emphasis of ancient future forest is placed exclusively on the tree themselves, which thereby become living sculptures of sorts. And this is me at the Persimmon plantation, and I'm looking into the bright dendron future. Thank you very much. Thank you very much, Julia. On va passer immédiatement à Emeline parce qu'on est un petit peu en retard, donc je ne voudrais pas qu'elle manque de temps. Et je pense qu'Emeline va revenir sur pas mal de points qu'on a évoqués, et notamment sur la question des blocages cognitifs que j'évoquais dans mon intervention, qui nous empêchent d'assumer nos responsabilités. On voit combien les expériences sensibles, on le voit avec l'exposé de Lilia, sont décisives. Donc, Emeline, je te laisse immédiatement la parole. Ok, merci. Je tenais également, avant de commencer, à remercier les organisateurs pour ce colloque et son maintien surtout. Parce qu'en effet, c'est une telle thématique est aussi riche que préoccupante. Et en tout cas, ce que nous avons souhaité présenter à travers cette table ronde et qui constitue en quelque sorte l'hypothèse sous-jacente de notre projet de recherche chez Denartec, c'est l'intérêt justement de cette alliance entre les arts et les technologies comme contribution à la création de conditions permettant un élargissement de nos perceptions et ainsi l'émergence potentielle de nouvelles représentations, de nouveaux récits. Et la question donc de nos perceptions, de ce que nous percevons autant de nous-mêmes que de nos environnements, nous renvoie, comme évoqué, à la question des barrières et des leviers. Et ceci relève à la fois autant d'éléments comportementaux, psychologiques, cognitifs que technologiques, économiques, institutionnels. Et ce qu'on voit, c'est que ces aspects s'interpénètrent. Et mon intervention aujourd'hui, qui clôturera donc également la table ronde, s'intéresse à cet axe de la cognition, des composantes de la personnalité et de nos comportements. Et je présenterai très succinctement des connaissances quant à nos rapports, quant à nos comportements, à nos environnements. Tout d'abord, ce que nous dit le champ des neurosciences et de la psychologie, et peut-être même plus spécifiquement le champ de la psychologie environnementale, cette branche qui étudie les interrelations entre les individus qui pensent et qui agissent et leurs environnements. Et ce que ces études valident, donc, c'est ce lien, bien qu'admis depuis très longtemps, entre bien-être humain et nature. Et en effet, les conséquences d'une certaine rupture avec la nature pèsent sur la santé humaine, tant physique que mentale. Et selon les conditions, sans être dans un raisonnement simplificateur ou simplifié, il y a de nombreux bienfaits du contact avec la nature. Et ce, alors même que nous sommes de plus en plus confrontés à ce qu'on appelle des dissonances cognitives, et ce à certains degrés, c'est-à-dire ce décalage entre nos pensées et nos comportements, notamment vis-à-vis d'enjeux technologiques ou environnementaux.
nous sommes pris entre prise de conscience justement des bienfaits, de l'importance du souci de la nature et des comportements et des mouvements inverses, en étant par exemple de plus en plus dépendants aux technologies, aux milieux urbains, à l'artificialisation des sols par exemple. Et le repositionnement dans une échelle de temps long nous rappelle bien que le cerveau s'est développé dans la nature. Il y a une empreinte génétique dans notre cerveau de la nature. Les gènes, pendant des millions d'années, ont été en contact avec la nature et ont évolué dans des milieux naturels. À l'échelle d'une vie, les liens qu'on tisse avec la nature se font très tôt dans le développement, dès l'enfance. Et ils continuent également avec la maturation du cerveau, durant et après la croissance. La plasticité du cerveau également nous permet finalement de créer des liens tout au long de notre vie. Et donc le projet Eden Artec, vous l'avez compris, s'intéresse plus particulièrement aux forêts et aux arbres. Et ce que les études montrent plus spécifiquement aux forêts, c'est que l'aspect visuel y est très fort, bien que tous les sens soient mobilisés. Elle est en ce sens multimodale, c'est-à-dire que tous les sens s'activent et de façon congruente. Et ce que démontrent de manière tout à fait intéressante les études en neuroimagerie notamment, c'est que rien qu'une photo, que la visualisation, le fait de visualiser une image d'une forêt permettrait de ressentir des bienfaits et notamment un effet apaisant. Et c'est les ondes, plus spécifiquement les ondes alpha, qui sont caractérisées lors de la visualisation d'une image de forêt, et ce sont les ondes qui sont typiques de la relaxation. Et en plus, par exemple, de cet effet apaisant, avec la technique de l'IRM, est aussi constaté un développement des capacités de concentration. Les chercheurs vont parler d'information stable. Et tout ceci amène à penser que cet ensemble cerveau-corps fonctionne moins bien quand il n'est pas suffisamment baigné dans la nature. Et ces bienfaits qui apparaissent nombreux nous dépassent aussi largement en tant qu'individus. Les arbres et les forêts, on le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler, sont la source d'une multitude d'autres bienfaits, de la purification de l'air au stockage du CO2, en passant par la stabilisation des sols, ainsi qu'au refroidissement important de l'atmosphère. L'arbre et les forêts sont au cœur du fonctionnement de l'organisme Terre. Et là, je citerai l'auteur Ernst Zürcher, pour qui l'arbre, est bien que menacé, représente le levier à l'échelle humaine qui permet d'agir pour la conservation et même la restauration des fonctions vitales de notre planète. Et ce point de rappel, c'est que malgré leurs bienfaits sur notre santé, leurs incroyables capacités d'adaptation et de résistance, ces organismes sont aujourd'hui devenus eux aussi vulnérables. Vulnérabilité en très grande partie due à la pression des activités humaines. Et de ces faits, ces dernières années, donc, de plus en plus de chercheurs ont étudié et dressé un panorama très intéressant sur un certain nombre justement de blocages et de barrières face au changement, et notamment face aux défis des années et même des décennies à venir. Et donc, comme évoqué au début, ces barrières sont institutionnelles, économiques et technologiques, mais aussi biologiques et cognitives. Et c'est là où je vais revenir et je vais aller vers la fin de mon intervention, en sachant que ces blocages et ces bugs sont en partie donc tirés de deux éléments: l'ouvrage Le bug humain du journaliste scientifique Sébastien Boller et des travaux du directeur de recherche Peter Storm de l'INRIA Grenoble, que je vous conseille d'ailleurs à consulter. Donc les principaux éléments mis en cause sont certains codages de notre cerveau. Tout d'abord, l'aspect de l'immédiateté. Les gains immédiats ont une plus grande valeur à nos yeux que les gains de long terme ou plus lointains. Ensuite, on a cet élément important de la comparaison sociale au sein de notre espèce, qui est très fort dans la question des barrières au changement. Il y a aussi l'importance du mimétisme, le fait également que le cerveau va chercher à avoir le plus d'infos possible en produisant le moins d'efforts. Et enfin, non pas des moindres, et qu'on a évoqué le long de cette table ronde, un système inadapté de perception des problèmes environnementaux, dans le sens où les enjeux environnementaux sont mal perçus par nos sens.
c'est cette idée que quand on ne ressent pas les choses, on est moins poussé à agir notamment. Et en outre, on a ce point sur l'aide, sur le fait qu'on n'est pas des êtres si rationnels que ça. La psychologie cognitive notamment nous démontre que nous sommes sujets à de nombreux biais, des biais de raisonnement, tels que le biais de confirmation, le biais d'aversion aux pertes, le biais d'inertie, le biais de surconfiance également. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme biologique. Nous sommes relativement cohérents et déterminés par la force de l'habitude. Il n'y a derrière cette cohérence, en tout cas, aucun principe profond, ni idéologique, ni moral, ni conscient ou inconscient. C'est-à-dire que, par exemple, les valeurs et l'importance qu'on donne au statut social peut être réinterprété, reprogrammé dans une certaine mesure. Et que, en effet, les habitudes qui, après avoir été conscientisées, peuvent être modifiées. On le sait tous par répétition et effort. Et ce qui est admis par les chercheurs, c'est que justement nos habitudes façonnent plus nos comportements que nos valeurs. Et c'est ici, en fait, que se révèle l'importance de l'expérience et du vécu. L'expérience et le vécu qui nous permet de compléter ou de colorer nos connaissances et ainsi d'ajuster nos comportements de manière plus adéquate. C'est cette idée évoquée à plusieurs reprises qu'on comprend beaucoup de choses conceptuellement, intellectuellement. L'espèce humaine est dotée de grandes capacités de réflexion. Mais si on ne les vit pas si on ne les ressent pas, si on ne les vit pas dans notre corps, on est notamment moins poussé à agir, ou ces choses ont moins de sens, moins d'impact, elles auront moins d'impact. Et c'est là qu'apparaît pour nous, encore une fois, je fais que reprendre ce qui a été évoqué le long de cette table ronde, c'est là tout l'intérêt, l'importance des dispositifs créatifs et également des sciences humaines et sociales. Et j'en terminerai avec ceci, c'est cette importance de la création artistique dans ses possibilités d'être multimodale, de faire appel tant à l'intellect qu'à nos sens, à notre corps, à l'environnement, à l'autre, plus ou moins directement. C'est ces possibilités également de proposer justement de nouvelles expériences, de nouvelles approches ou une approche autre, en tout cas du réel, qui n'est pas, par exemple, dans la démonstration comme le serait la science. Et c'est justement cette importance aussi de l'art ou de la création artistique dans ces dialogues avec les autres disciplines. Et en effet, la question de la transversalité apparaît aujourd'hui tout à fait importante et pertinente pour comprendre le monde et préparer demain. Car encore une fois, ce que l'on comprend avec nos blocages et nos biais, c'est que la science et la technologie ne peuvent pas seules répondre aux besoins actuels de changement de comportement et dont dépend l'humain qui vient. Et c'est ce qu'a rappelé également le directeur de recherche à l'INRIA, c'est que les exposés scientifiques s'adressent uniquement à la partie cognitive d'une audience. Idem pour les données. C'est d'ailleurs un peu probablement ce que l'effet que produit mon intervention ici. Et présenter des données et des graphes n'est pas suffisant. On a soulevé non seulement l'importance et la nécessité de leur interprétation, mais aussi du développement d'une écoéthique qui serait appareillée, appliquée. Et si justement il est question de produire des effets, d'engendrer non seulement des prises de conscience, mais aussi des changements de comportement, il y a nécessité de prendre en compte ces trois composantes de la personnalité, ces composantes qui sont affectives, comportementales et cognitives. Car cette crise, et j'en finis là-dessus, qui selon le philosophe Baptiste Morisot est une crise de la sensibilité, trouvant ses racines dans le fait d'avoir vidé le vivant de son sens, ce qui apparaît ici, c'est justement la nécessité de recréer, de redonner du sens. Et cette crise systémique, en tout cas, ce qu'elle semble nous faire prendre conscience, c'est que l'imagination et le monde du sensible sont tout aussi importants et nécessaires que le monde des données scientifiques et de la technologie, et qui leur rendent nos liens au monde et au vivant à la fois plus riches, plus stables, plus équilibrés. Et voilà, il s'agissait en tout cas là de vous partager les fondements et questionnements
de notre projet de recherche, Eden Artec, c'est cette idée des dispositifs artistiques immersifs et transversaux comme hypothèse d'étude des possibilités de création de nouvelles représentations, de production de sens alternatifs pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, merci. Merci beaucoup, Emeline. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup pour cette mise en perspective qui en fait, faisait résonner un certain nombre de points, de questions qui étaient évoquées par les autres collègues pendant ce panel. L'importance, je rappelle l'importance de l'expérience vécue, la proximité sensible. Ce serait une façon de revaloriser l'éthique du futur, dont on connaît les limites telles qu'elle a été formulée par Antiomas, parce que c'est une éthique du futur qui se produit un peu au détriment de la proximité et de la proximité sensible. Donc, c'est vraiment l'enjeu d'Eden Artec, et j'espère qu'on a été assez explicite par rapport à ce projet qui est un vaste chantier et qui nous fait prendre conscience que aussi le dialogue entre les sciences de l'art, les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales et l'éthique est un dialogue difficile. Mais nécessaire, et qui nécessite de développer des agencements collectifs innovants, et qui nécessite aussi, comme je le disais, de faire preuve d'inventivité morale, tout cela étant très corrélé. Donc voilà, je ne veux pas faire plus de commentaires parce que on a sans doute des questions, des commentaires. Donc je ne sais pas comment on procède. Je ne sais pas, Joseph, si tu... Merci, merci Pierre-Antoine, merci à tous les participants de ce panel. C'était fort intéressant. Malheureusement, nous n'avons pas de questions qui émanent en ce moment du public. Et donc, je propose de leur laisser un peu de temps pour réfléchir. Nous pourrons revenir éventuellement à une discussion. C'est vrai que nous sommes un peu serrés et coincés par le temps. Donc, ce que je propose, c'est que nous interrompions nos travaux pour l'instant. On va laisser comme ça le public un peu dans sa réflexion, et s'il y a des questions qui émanent, eh bien, on pourra les reprendre soit en début de séance prochaine, soit à la fin de la prochaine séance, et donc faire en sorte que nous sommes tous capables de répondre ou d'avancer d'autres commentaires suite aux questions du public éventuellement. Donc, je propose qu'on arrête en vous remerciant très chaleureusement. On va prendre une pause d'environ 15 minutes. Dans mon programme, c'est de 16h à 16h15. Et puis, nous reprendrons soit avec quelques questions du public pour ce panel-ci, ou alors en fin de panel, comme je le disais, du prochain panel, nous pourrons évidemment grouper des questions éventuelles pour le groupe Eden Artec, s'il y en a. Si cela vous va, je vous propose une pause de 15 minutes et on se retrouve à 16h15. Parfait, merci Joseph. Merci bien.